que ceux qui nous entendent lèvent la main. Ah, ça m'a l'air pas mal. Je vois encore une ou deux personnes qui approchent, donc on va les laisser rentrer. Bon, allez, on va démarrer avec les présentations comme ça. Les quelques retardataires, ils n'auront pas raté grand-chose. C'est bon. Anthony, tu nous entends bien? Tu nous entends bien? Non, il ne nous entend pas du tout, il n'a pas son casque. Bonjour à vous et merci d'être venu à cet atelier sur... on va vous parler de l'apport du... Enfin, d'abord, on va vous parler globalement de flexibilité électrique. Donc, voilà, j'espère qu'on va être le plus pédagogique possible. Notre objectif, c'est ça. Et puis, le deuxième aspect, c'est également, et c'est la raison pour laquelle on fait cet atelier en collaboration avec le groupe Renault, c'est aussi pour valoriser l'apport du véhicule électrique dans cette équation de la flexibilité électrique qui est quand même un sujet qui est connu depuis pas mal de temps et déjà utilisé de manière assez active dans le monde de l'industrie, mais qui ne l'est pas encore franchement dans le monde du bâtiment tertiaire. Et donc il y a une question, c'est de la GTB à la flex, il n'y a qu'un pas ou pas. Peut-être qu'on n'y aura pas complètement répondu, je spoil un peu la conclusion, mais voilà. En tout cas, on va essayer de tracer un chemin. Rémi, tu veux te présenter? Donc moi c'est Rémi Janet, je suis chef de produit B2G, donc véhicule to grid sur la partie B2B chez Renault Group. Et donc pour ma part, donc, je m'appelle Cyril Hommel, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le secteur de l'énergie et depuis quelques temps chez Orange Business où je pilote une practice dédiée à la performance énergétique. Alors, dire un tout petit mot de nos organisations, enfin d'abord de l'agenda, donc effectivement ce contexte énergétique qui se complexifie, la sobriété et l'intelligence des bâtiments, la GTB, parce qu'il y a effectivement un maillon quand on veut parler de flexibilité qui est de capacité à piloter les consommations du bâtiment et les systèmes énergétiques, d'y rattacher évidemment, et c'est Rémi qui en parlera, du potentiel de stockage des véhicules électriques et comment ils peuvent s'interfacer et jouer un rôle pour augmenter le potentiel de flexibilité électrique des bâtiments et des bâtiments tertiaires en particulier. Et on terminera avec cette question, le bâtiment, un centre de profit, un futur centre de profit. Je vous dis un mot de nos organisations, on présente rapidement sans vous faire de grands tralala. Pourquoi Orange Business? Je vais le dire différemment. Pourquoi Orange Business? Donc vous avez l'opérateur télécom qui s'appelle Orange, ça tout le monde connaît. Orange Business, c'est l'ESN du groupe Orange. C'est 30 000 personnes, dont 17 000 en France. Et avec des expertises autour de la cyber, du cloud souverain et puis de la connectivité au sens large, dont plus de 40 millions d'objets qui sont connectés par le groupe Orange à travers de la connectivité, à travers ces réseaux LoRa publics déployés sur toute la France. Et à travers ça, on s'intéresse, et vous allez voir un peu plus largement, au sujet de la performance énergétique du bâtiment. Et donc moi je vais vous parler des services énergétiques de Renault Group et qui vont permettre de rendre la charge moins chère, plus simple et plus éco-friendly. Et du coup on va retrouver des services de charge en itinérance lors de nos déplacements. Avec des réseaux de bornes de recharge fast charge, avec un pass recharge qui va permettre de déverrouiller des centaines de milliers de bornes. Et on va retrouver aussi, ce qu'on va parler aujourd'hui, des services de charge à la maison ou au bureau qui vont permettre de réduire les coûts de charge. Bon, donc Orange, Renault, normalement vous nous situez à peu près. Mais il y a quand même des petites subtilités. Moi, je voulais démarrer en vous partageant ces trois chiffres. Il y en a tout un tas d'autres, chacun les siens, mais qui m'interpellent vraiment et qui font que le sujet de la flexibilité électrique
Alors pour ceux, je pense pour la plupart d'entre vous, flexibilité électrique, c'est un sujet qui est un peu connu, mais vous inquiétez pas, si jamais ce n'est pas le cas, on va y revenir, mais rapidement, pour bien réexpliquer le concept. En tout cas, trois enjeux, enfin, ou trois chiffres qui nous interpellent collectivement et qui, moi, en particulier, c'est on connaît tous le décret tertiaire, le décret Bax et les patins couffins. Donc 60% de consommation, de baisse de la consommation du parc tertiaire d'ici à 2050. J'étais il n'y a pas longtemps au ministère de l'Environnement pour faire un premier bilan. Les 40% à 2030, à peu près toute la communauté s'accorde à dire que ça va le faire. Les 50 et les 60%, waouh, là, la marche supplémentaire, ça a l'air d'être vraiment plus compliqué, quoi. 35%, ça c'est la croissance de la consommation d'électricité attendue d'ici à 2050 en Europe. Je ne vous parle pas de cette augmentation qui est bien supérieure à l'échelle mondiale. Mais ça, c'est une équation. D'un côté, il faut réduire, de l'autre côté, de toute façon, c'est une consommation et une énergie qui va augmenter. Électrification des usages. Mon voisin est bien placé pour porter ce sujet-là. Et puis 70 milliards, c'est le rapport de la Creux dans les futurs énergétiques 2050, qui pose ce chiffre sur la table en disant pour tenir la cadence de toutes les équations qui sont devant nous, et notamment de la massification de l'électrification, c'est 70 milliards qu'on doit investir en France dans notre système énergétique au sens large. Ça veut dire de la production, ça veut dire de la distribution, ça veut dire du transport, etc. Et ça veut dire à la fin, effectivement, des consommateurs pour lesquels aussi il va falloir investir. Ça, c'est quand même des équations qui sont un peu complexes. Alors, un bâtiment sobre en énergie, je vais vous parler de deux approches qu'on déploie, mais c'est pour faire le lien avec la flexibilité, excusez-moi. Je vous parle de deux approches qui sont nécessaires. L'approche de la supervision de vos consommations d'énergie. Et donc là, c'est une offre que nous appelons Smart Eco Energy Analytics, que nous avons construite en partenariat avec Energism, une brique du groupe qui s'appelle Live Objects, et puis un autre partenaire qui s'appelle Adonis. Et effectivement, l'objectif, c'est vraiment d'automatiser la collecte et l'analyse des données énergie, que ce soit conso ou facture. Je le dis d'un mot, vous avez 30 ou 30 000 bâtiments. Comment, dans 3 semaines, vous avez de la supervision en temps réel de vos consommations d'énergie, au moins vos compteurs généraux, que ce soit d'élec, de gaz, le plus possible de flotte également, et puis de vos factures. Et ça, c'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est comment je viens enrichir pour comprendre comment mon bâtiment, et là, il y a de l'analytics, évidemment, d'où le nom de la solution, de notre proposition. Il y a évidemment de l'intelligence qui est apposée sur la data. On mixe ça avec de la météo & co et ça permet de dire globalement, vous avez 30 000 bâtiments. Et au bout de 3 semaines, on a posé déjà un macro-diagnostic sur le fait que voilà le bout de patrimoine qui est passoire énergétique, voilà ceux qui ont des talons de consommation qui sont totalement délirants, etc. etc. Parce qu'on mixe ça avec des données météo, avec des données de l'ADEME, etc. Donc ça, c'est très facile. C'est une bibliothèque de plus de 300 API. Enfin, c'est très facile, je vous vois dodeliner. Vous avez raison, il y a énormément de travail et nos partenaires ont investi massivement pour construire ces solutions-là. Et nous, on vient en tant qu'intégrateur pour déployer ça à une échelle massive. Derrière, où il y a besoin de faire du sous-comptage, ça ne s'invente pas. Il faut aller connecter la température, de l'hygrométrie, faire du suivi divers et variés. Ça, c'est le premier pas parce que ça me permet de déterminer quel est mon potentiel de flexibilité électrique. À quel moment j'ai des consommations que je pourrais potentiellement faire varier. Et c'est ça la flexibilité. Alors, pour les ultra-experts, excusez-moi, je vais utiliser un vocable très simple. Mais globalement, la flexibilité électrique, c'est déterminer, parce que le réseau électrique est sous tension, à quel moment je peux rendre, moi, en tant que bâtiment, service à ce réseau électrique sous tension qui dit demain, il va faire moins 15 degrés sur toute la France, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de vent. Moi, RTE, réseau de transport, je suis dans une mer de noir, sauf à rallumer et à construire dans la nuit 15 centrales nucléaires, ce qui évidemment, voilà. Donc, je vais proposer, moi en tant que bâtiment, flexibilité électrique, je vais proposer de décaler ou d'arrêter certains usages. Ça se fait dans l'industrie,
j'arrête de produire de 7 à 9 le matin. Et pour ça, je suis rémunéré. Et dans le tertiaire, c'est également une pratique qui est en train de se répandre, notamment en lien, et c'est l'objet de cette diapositive, notamment en lien avec le déploiement des BACS. Si on emmerde les exploitants, passez-moi l'expression, les occupants et les propriétaires de bâtiments à installer des BACS, des GTB, c'est pas que pour les embêter, c'est parce que si on veut tenir les objectifs des 40, 50, 60%, il y a un moment quand même où le truc qui fait baisser de 20%, il va bien falloir le faire. Et puis, il y a une deuxième raison à cela, c'est que si on veut que le bâtiment devienne pilotable et réponde notamment à des variations et des fluctuations du marché, eh ben, il faut qu'il puisse être commandable. Contrôle, commande, GTB. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait, désolé, je ne sais pas si la slide est très... Bref. En tout cas, c'est ce qu'on déploie aussi à travers nos compétences dans le domaine des objets connectés chez Orange Business, c'est de vous permettre de déployer des GTB, des systèmes BACS, par objet connecté, qui font que du coup ça se déploie beaucoup plus vite, beaucoup plus simplement, et puis au passage, je ne l'ai pas dit, aussi de manière beaucoup moins chère. Donc voilà, et ça permettra, c'est la GTB qui est dans le cloud, et qui donc du coup permet de donner aussi des ordres à distance pour aller dire, bah, tiens, on va décaler un peu la consommation, c'est l'objet de cette slide. C'est le principe de flexibilité électrique, consommer au bon moment où le réseau souhaite que vous ajustiez. Et donc, typiquement, je vous donne un exemple très concret, c'est le petit graphe que vous avez sous vos yeux. Et votre bâtiment, on vous dit demain, est-ce que par hasard, vous pourriez un peu surchauffer entre 6h30, entre 6h30 et 8h30, et puis, ou 8h, et puis s'il vous plaît, arrêtez de chauffer entre 8h et 9h30 à un moment où j'ai une pointe sur le réseau, une pointe de conso. Donc c'est le décalage des usages. Et après, on joue sur l'inertie. Alors c'est un exemple, il y a plein d'autres choses, les ballons d'eau chaude, on peut agir sur plein de postes. Mais là, je donne un exemple, j'espère le plus parlant possible. Je préchauffe le bâtiment et je ne le chauffe pas au moment où il y a une tension forte sur le réseau. Et ça, une GTB, on peut lui dire demain ou la semaine prochaine ou dans un mois, parce que pour des raisons beaucoup plus fixes, on sait qu'il y a des tensions sur ces périodes-là. Eh bien, du coup, on peut activer dans la GTB un programme de décalage des consommations. Et on peut envoyer à la GTB un ordre en disant demain, la semaine prochaine, ou le 26 avril, n'oublie pas, il faudra que tu passes en mode flexibilité avec ton programme flexibilité. Donc tu préchauffes, tu fais je sais pas qui, je sais pas quoi. Est-ce que c'est clair pour vous ce principe de flexibilité électrique déjà? C'est bon? Merci. Donc voilà, pour la collectivité, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais globalement pour la collectivité, il y a aussi ce besoin de répondre à l'intégration des ENR. Il y a plein de soleil, comment je fais avec toute cette énergie? Ça va faire péter le réseau, il y a plein de vent. Donc voilà, il y a vraiment toute cette question-là aussi de mieux intégrer les ENR au réseau. Et l'enjeu, c'est d'effacer 1 milliard d'euros d'investissement par an. Si nos bâtiments sont flexibles, alors on va pouvoir effacer de l'ordre d'1 milliard d'euros de nos impôts, disons-le clairement, par an. Donc ce n'est pas un enjeu complètement mince et ridicule. Voilà, je te laisse la main. Et donc justement, si on parle des voitures, je pense que vous le savez, elles représentent un gros poste de consommation, aussi bien en termes de puissance que d'énergie. Et donc la multiplication des EV, elle peut amener à des perturbations sur le réseau, notamment pour arriver à délivrer toute la puissance disponible, la puissance dont les voitures ont besoin, en fonction des moyens de production, et en particulier des moyens de production intermittents qui sont les énergies renouvelables. Mais du coup, lorsqu'on analyse en détail les cas d'usage des voitures électriques, on se rend compte que certes, il y a certains moments de la journée, certains moments où vous allez avoir besoin de faire des charges le plus vite possible, notamment lors de vos déplacements en itinérance. Mais la plupart du temps, les voitures, elles restent stationnées pendant de nombreuses heures. Et alors qu'en réalité, soit d'ailleurs elles restent stationnées au bureau ou à la maison, alors qu'en réalité, il faut 1 à 2 heures pour charger sa voiture. Et du coup, c'est là qu'on se dit que les grosses batteries intégrées dans les voitures électriques sont une opportunité de flexibilité pour le réseau électrique. Donc, si je prends un exemple, j'arrive
à 19 h le soir chez moi, je branche ma voiture. Déjà, on est le soir, donc il n'y a pas de production solaire. Il fait froid, on allume nos chauffages, on va faire à manger, on allume nos plaques à induction. Tout ça crée de la consommation et le réseau est perturbé. On a un premier niveau de service très basique qu'on va pouvoir apporter, qui va consister à décaler la charge un peu plus tard la nuit. Donc ce premier niveau, il est déjà permis par la plupart des fabricants de voitures et il va apporter plus ou moins de valeur pour le client, puisqu'il va pouvoir se charger en heures creuses, par exemple, et il va pouvoir peut-être générer quelques petits gains supplémentaires sur la flexibilité. Mais du coup, chez Renault, on a voulu aller beaucoup plus loin, avec un service plus innovant, qui va apporter beaucoup plus de valeur pour le client. C'est le service de charge bidirectionnel, autrement appelé Vehicle to Grid, V2G. Et donc le principe, c'est qu'en plus de décaler la charge lors des meilleures périodes de la journée, on va pouvoir restituer de l'énergie dans la maison, le bâtiment ou le réseau électrique en fonction des besoins. Et donc si je reprends mon exemple, à 19 h, j'arrive chez moi, je me branche. Non seulement la charge, elle ne va pas se lancer tout de suite, mais en plus, la batterie va se décharger pour alimenter les équipements et éviter que des centrales thermiques s'allument. Et du coup, la charge va se relancer un peu plus tard lorsque la demande en consommation va être réduite. Et c'est cette flexibilité qu'on va aller trader sur le marché de l'énergie et qui va générer beaucoup de valeur pour nos clients. Donc des expérimentations sur le V2G, ça existe depuis un moment, mais Renault est le premier constructeur automobile à avoir vraiment industrialisé complètement la solution et l'avoir rendue accessible à tous. Pour faire du V2G, on a besoin de 4 éléments. Le premier, bien sûr, en tant que constructeur automobile, c'est la voiture, une voiture bidirectionnelle qui va permettre de gérer l'intelligence de programmation des charges et des charges. Et on va le voir tout à l'heure, quasiment toute la gamme de Renault est équipée de cette technologie. Ensuite, on a besoin d'une borne de recharge bidirectionnelle. Donc, on a développé chez Renault la Powerbox Verso, qui présente l'avantage d'être quasiment au prix d'une borne classique et qui va permettre d'un côté de se connecter à la voiture pour aller envoyer les ordres de charge et de décharge, et de l'autre côté qui va se connecter aux agrégateurs qui, eux, vont aller faire du trading d'énergie sur le marché. Et le troisième élément qui est important pour faire du V2G, c'est le contrat d'énergie. Donc nous, chez Renault, on travaille avec un partenaire, un énergéticien allemand qui s'appelle The Mobility House, ce contrat, il va nous permettre de racheter l'énergie qui est injectée sur le réseau et il va permettre à l'énergéticien d'optimiser ses approvisionnements en énergie pour générer le maximum de valeur pour les clients. Et le quatrième élément qui a son importance, c'est l'application MyRenault ou MyAlpine qui va permettre de recueillir les besoins de mobilité des clients parce que la plus grande priorité pour nous, c'est de s'assurer que le client va retrouver sa voiture à l'heure où il en a envie avec le pourcentage de batterie qu'il a envie. Et donc toutes les opérations de V2G vont être totalement transparentes pour lui. Si on s'intéresse aux avantages, le principal avantage qui intéresse tout le monde, c'est de faire de l'argent, de faire des gains, d'avoir l'offre la plus compétitive. Et c'est pour ça que chez Renault, on a voulu avoir vraiment l'offre la plus compétitive du marché. Ça se présente avec un contrat d'énergie à 10% moins cher que le TRV. Bon, ça, c'est pas exceptionnel. Mais en plus de ça, on va ajouter des gains V2G proportionnels au temps de branchement de la voiture. C'est-à-dire que si vous branchez 14 heures par jour en moyenne, ce qui est facilement accessible en branchant la nuit, les week-ends, vous allez pouvoir générer l'équivalent d'une charge de 10 000 km par an gratuitement. Et ça représente du coup des gains globaux de 300 à 500 euros par an. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir soutenir les énergies renouvelables puisqu'on a un contrat d'énergie verte. Et en plus, grâce au V2G, comme l'a rappelé Cyril, vous allez pouvoir utiliser la flexibilité de la batterie pour faire face à l'intermittence des énergies renouvelables. Et enfin, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un support important pour le réseau, puisque si quelques voitures font du V2G d'ici 2030, parmi toutes les voitures électriques,
ça peut représenter l'équivalent de 15 centrales gaz. Là, c'était juste pour vous dire que la première voiture à intégrer le V2G, c'est la Renault 5. Elle est disponible à la vente depuis novembre 2024. Et petit à petit, toute la gamme Renault devient compatible. Parmi elles, la Renault 4, Mégane, Scénic, Alpine A290. Et même en B2B, on va avoir les véhicules utilitaires comme Renault Trafic, Goélette et Estafette qui vont être compatibles V2G dans le courant de l'année là. Et juste avant de laisser la parole pour une conclusion, je voulais vous faire un petit panorama des services bidirectionnels qu'on peut proposer. Le premier, c'est le V2L pour véhicule to load, c'est le plus proposé par les constructeurs. Il va permettre d'alimenter en énergie juste à partir d'une prise classique branchée sur la voiture, différents équipements comme un PC, une enceinte, un ordi, même une voiture. Ensuite, on a le V2G dont on vient de parler, qui va permettre, que Renault a développé et a industrialisé, qui permet de charger gratuitement chez soi. Mais on ne veut pas s'arrêter là chez Renault. On veut pouvoir intégrer la flexibilité offerte par la batterie dans la gestion du management de l'énergie du bâtiment. Et avec un premier service qui va restituer de l'énergie dans le bâtiment, qu'on peut appeler V2B, Vehicle to Building. Et on peut même envisager aller jusqu'à intégrer sur le réseau avec du V2G B2B. Et le dernier service, c'est le V2Edge, Vehicle to Home, qui a pour vocation d'optimiser le contrat d'énergie en place. Autrement dit, on pourrait simplifier en disant qu'on va aller charger pendant les heures creuses et décharger la voiture pendant les heures pleines pour effacer la maison et la voiture. Voilà, je vais laisser conclure Cyril. Merci. Et oui, juste avant ce mot de la fin, j'espère que, pour que ce soit bien clair, l'intérêt, c'est quand même que le véhicule puisse fournir de l'énergie au bâtiment à un moment où potentiellement il y en aurait besoin. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire je vais arrêter le chauffage. Non, en fait, je vais continuer à me chauffer, mais par contre, je vais pomper l'énergie dans les voitures qui sont dans mon parking. Et pendant ce temps-là, mes employés sont en train de bosser. C'est le moment en plus où il y a du soleil. Et donc, on va faire ça et on va recharger la voiture un peu plus tard. Et à la fin des fins, donc ça contribue à augmenter le potentiel de flexibilité d'un bâtiment tertiaire. Et à la fin des fins, c'est toute une économie qui se met en place. Parce que finalement, si moi, en tant que possesseur de véhicules électriques, j'accepte de rendre service au réseau, bien évidemment que je vais être rémunéré. C'est ce qu'a dit Rémi d'ailleurs. J'ai 10 000 km par an qui me sont offerts, par exemple. Donc en fait, toute la chaîne tire une rémunération. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est une économie qui est globalement extrêmement vertueuse, à la fois sur le plan économique et également sur le plan environnemental. Je termine sur le bâtiment vers un centre de profit. Ça reste violemment un point d'interrogation. Mais on est quand même en train de faire un pas. C'est-à-dire qu'on a rarement vu un bâtiment qui commençait à gagner de l'argent. Et bien là, si vous installez les systèmes de GTB qui vont bien, vous avez peut-être suivi les travaux de la SBA, les travaux de Think Smart Grids, etc., avec le label Flex Ready. Si vous intégrez la bonne GTB qui est prête à recevoir et à gérer ce genre d'interaction avec le réseau, alors vous êtes en capacité de générer gratuitement du revenu. Si la GTB que de toute façon vous devez installer d'ici 2030 est compatible de ce service-là, ça ne vous coûte rien de bénéficier de ce service. Je dis bien bénéficier parce que ça ne sera que du revenu lié à votre GTB. Le coût moyen bref, je vais vous la faire courte sur la conclusion. Globalement, un bâtiment de 5000 m², c'est 5000 €. Si vous faites un petit calcul rapide, on est à 1 € du mètre carré. Aujourd'hui, ça, c'est la rémunération de la flexibilité. Je simplifie. Et ça, c'est ce que vont se partager les agrégateurs de flexibilité avec le client final. Donc on n'est pas sur des revenus qui sont stratosphériques, de loin pas. Il y a des vrais enjeux autour d'une rémunération qui soit encore plus attractive pour la flexibilité électrique. Et il y a tout un tas de dispositifs qui se mettent en place qui tendent vers ça. Donc c'est heureux. Vous avez plein d'acteurs, y compris sur ce salon, qui sont spécialisés sur ces sujets-là. Donc n'hésitez pas à aller les voir.
Et puis, voilà, charge à nous tous ensemble là, de faire avancer ce sujet. Merci pour votre attention et par avance pour vos questions ou commentaires, suggestions. On est à l'écoute aussi. On marche avec vous. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Vous m'entendez? Ouais, parfait. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'on n'augmente pas le nombre de cycles des batteries, des voitures électriques en utilisant ce système V2J, et est-ce qu'on n'a pas tendance du coup à les user plus rapidement? Oui, forcément, on va augmenter le nombre de cycles, mais en fait, il faut savoir que c'est un cyclage qui va être très doux pour la batterie et qui est en plus garanti par le constructeur de batterie. Et donc, il nous garantit qu'il n'y a pas d'usure de la batterie, puisqu'on va faire des cyclages donc à 7 kW, alors que lorsque vous allez faire des accélérations fortes sur la voiture, ça peut aller jusqu'à 100 kW, ce qui va être beaucoup plus, ou même si vous allez faire des charges rapides sur le réseau, vous allez beaucoup plus stresser la batterie qu'en faisant des charges et des cycles de charge et décharge à 7 kW. Ok, donc vous estimez que c'est anecdotique pour... Exactement, il y en a une, c'est sûr, mais elle est négligeable. Et en plus de ça, le constructeur nous garantit les batteries. On reste lorsqu'on va faire nos pilotages, dans des ranges que le fabricant nous a demandé de respecter et qui nous assure qu'il n'y a pas d'impact sur la batterie. Merci. Sinon, il remplace gratuitement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou peut-être pas des questions, qui sont tout simplement des commentaires ou des étonnements ou des suggestions d'amélioration C'est bon? Impeccable. Merci beaucoup pour Merci votre à tous. attention. Bon après-midi.